Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Ciné Essentiel. Ciné Essentiel, c'est un nouveau concept que j'ai développé avec mon ami David Emanueli. Bonjour David. Bonjour Charles-Édouard. Dans ces épisodes, nous allons aborder avec David la carrière d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, d'une actrice ou d'un acteur, d'un producteur ou d'une productrice, bref, d'une personnalité de l'industrie du cinéma qui est soit quelqu'un d'important et dont on va essayer de parler des films qui ont été peut-être les moins connus ou les moins importants, ou on va dire les plus discrets de sa carrière, ou alors au contraire, quelqu'un qui a été important mais qui est complètement oublié. Et c'est le cas aujourd'hui du cinéaste dont nous allons parler, puisque nous allons parler d'Henri-Georges Clouzot, un réalisateur qui est à la fois important pour toi et moi, mais aussi pour l'industrie du cinéma français et mondial, puisqu'il a eu une influence majeure. Mais avant de parler d'Henri-Georges Clouzot, je voulais voir un petit peu avec toi, discuter de ta cinéphilie, de savoir un petit peu comment tout ça a été né chez toi et un petit peu ton parcours, on va dire, en cinéma. Bah écoute, de manière assez classique, le cinéma, ça a d'abord été les premières expériences avec les parents qui t'emmènent au cinéma voir des films qu'eux ils aiment bien, voir des films qui sont rediffusés un petit peu, comme les Charlie Chaplin, les Jacques Tati, les vieux films, les vieilles comédies anglaises des années 20, etc. Et puis après, tu développes ton goût personnel avec des choses peut-être un petit peu plus commerciales, un peu plus blockbuster américain, héros bodybuildé, etc. Et puis en grandissant, vieillissant, mûrissant, tu affines un peu ton goût et tu découvres encore d'autres choses. Tu découvres qu'il y a des réalisateurs d'autres pays, d'autres époques, d'autres styles. Et finalement, tout ça, pour moi, ça fait un tout. Moi, j'aime à dire que j'apprécie autant du gros blockbuster américain que du film français du début du siècle ou du film japonais ou expérimental italien. Bon, ça fait un peu cliché peut-être, mais voilà, je pense qu'il y a du bon partout. Ouais, il y a toujours un côté évidemment un peu pédant quand on parle de ça, mais c'est vrai que c'est aussi une des joies de découvrir ce genre de cinéma et moi en tout cas, enfin, je suis toujours estomaqué parce qu'à chaque fois, là évidemment David il vous le dira pas, mais moi à chaque fois que je regarde un film, on s'envoie des messages, on discute des films qu'on a vus, même si c'est en 3-4 mots quoi, et à chaque fois que j'envoie un message à David, je dis j'ai vu ça, et à chaque fois sa réponse c'est alors t'en as pensé quoi, ce qui me laisse à entendre qu'il l'a vu, et c'est très très rare quand même les fois où je t'envoie un message et où tu me réponds tiens ça j'ai pas vu, c'est très 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 rare quoi, donc on est quand même en présence de quelqu'un qui a une cinéphilie solide, on peut le dire quoi, et bien plus solide d'ailleurs que la mienne. Peut-être que je te le demande juste pour te faire croire que je l'ai vu, hein, et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une très bonne analyse en effet, bien sûr. Non mais bon voilà, c'est vrai que moi, enfin en tout cas on a fait un petit bout de chemin ensemble quand on habitait à Paris tous les deux et où on a eu la chance d'aller au cinéma, enfin en tout cas moi j'ai eu ce que je considère comme étant la chance d'aller au cinéma beaucoup avec toi. On allait énormément au cinéma ensemble et on parlait beaucoup cinéma et on s'échangeait beaucoup de DVD, ou alors parfois on avait des oncles américains qui nous envoyaient des films, on avait cette chance là aussi. On vous parle d'un temps avant les plateformes, hein, ça n'existait pas à l'époque. C'est ça. Exactement. Non mais je parle de la cinéphilie parce que je pense que c'est toujours intéressant de savoir d'où vient la cinéphilie des gens, leur amour du cinéma, surtout quand on s'apprête à parler de quelqu'un comme Henri-Georges Clouzot, qui pour moi est un cinéaste total. Un cinéaste d'ailleurs que j'ai découvert avec toi, je me souviens encore exactement de quand et comment et dans quelles conditions. On en reparlera en tout cas dans cette mini-série, qui sera donc une série qui se déclinera en 10 épisodes, pendant lesquels on va essayer d'aborder tous les films, enfin on va aborder tous les films de Clouzot. Certains épisodes seront plutôt des épisodes où il y aura plusieurs films, et d'autres épisodes seront des épisodes où il y aura un seul film, en fonction de l'importance du film et de ce qu'on a à dire dessus. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier, parce qu'on va parler de Henri-Georges Clouzot, présenter un petit peu le personnage, et puis qu'ensuite on va discuter ensemble de son premier film, L'Assassin habite au 21, un film qu'il a réalisé en 1942. Voilà, donc c'est parti pour ce premier épisode de Ciné Essentiel. On y va. Nous nous attendions si peu. C'est bien normal. C'est que dans les rues de Montmartre, on trouve moins de pasteurs que de poufias. Je veux dire, plus d'âmes égarées que de ministres du culte. J'avais traduit. Alors dans un premier temps, je pense que ce qu'il faut, c'est présenter un peu Henri-Georges Clouzot, peut-être pas faire tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, parce que ça on le fera au fur et à mesure des films, c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast, mais je pensais que ça pouvait être une bonne idée de raconter un petit peu ce qui est arrivé avant L'Assassin habite au 21, qui est donc son premier film. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, c'est ça, raconter un peu d'où il vient et comment, entre guillemets, il en est arrivé là, quoi.
Ouais. Alors écoute, voilà, je vais faire un petit résumé. On va essayer de faire ça pas trop long. Et puis tu me diras si tu as des choses à rajouter au fur et à mesure, t'hésites pas. Et puis si tu n'as rien à dire, tu dis rien, c'est bien aussi. Très bien, je t'écoute. Donc Clouzot, il est né en 1907 à Niort, donc c'est un provincial. C'est l'aîné d'une famille de 3 garçons. Donc il y aura 2 autres frères, Jean, le cadet, et Marcel qui sera le benjamin. Marcel deviendra libraire. Je dis ça parce qu'en fait, dans la famille, il y a une librairie qui est une affaire de famille qui est tenue par le père qui s'appelle Georges, sauf que son père en 22 il coule la librairie familiale quoi. Donc ils vont devoir déménager à Brest, ils habitaient à Niort et là ils partent à Brest. Un petit peu plus tard, quand Clouzot est un peu plus vieux, son père, toujours lui, l'envoie à Paris pour le bicentenaire de Molière parce qu'il y a des représentations qui sont probablement importantes et de plus grande qualité que ce qu'il pouvait peut-être trouver à Brest, et donc il l'envoie seul, et donc là on est en 22, donc Clouzot il a vraiment pas beaucoup quoi, il doit avoir 15 ans. Je suis pas très bon en maths mais je crois que c'est ça. Et du coup c'est assez je pense que ça le marque, tu vois, parce que il est déjà à cet âge-là déjà seul dans la capitale, enfin seul, je veux dire il a pas ses parents avec lui quoi, et en plus de ça il va au spectacle quoi. C'est quelque chose qui va revenir assez souvent dans sa vie, on va le voir. En revenant par contre il va avoir l'appel de la mère, puisque l'oncle de Clouzot, donc le frère de sa mère, il était marin et c'est ce qu'il veut faire aussi, et il décide qu'il va étudier à Naval, sauf que pas de bol, il a une grosse myopie à l'œil gauche qui l'empêche d'être pris, donc pas de Naval pour lui. Là c'est une première porte qui se ferme. Moi je pense qu'à ce moment-là le monde du spectacle c'est déjà quelque chose qui l'intéresse beaucoup quoi. Au-delà des représentations pour Molière, il va au cinéma avec son frère très souvent. On voit qu'il grandit dans une famille où il y a une culture assez grande de la littérature, du spectacle, tout ça, donc moi je pense que c'est quelque chose qui à ce moment-là a pesé déjà lourd dans la balance quoi. En 25, donc 3 ans après le bicentenaire de Molière, il part à Paris et cette fois il va étudier les sciences politiques, et ça le passionne vraiment à tel point qu'il veut devenir diplomate. Mais en fait, il va devenir même secrétaire du député Louis Marin. Alors, député Louis Marin, c'est un député qui est apparenté plutôt aujourd'hui droite, extrême droite, qui deviendra d'ailleurs plus tard ministre. Sauf que il se fait virer par Louis Marin. En fait, la blague, c'est qu'ils étaient à l'Assemblée et Clouzot marchait, visiblement faisait beaucoup de bruit quand il marchait. Donc le député lui a dit mais vous marchez si fort, calmez-vous, il y a des gens qui travaillent ici, enfin genre un peu silence quoi, tu vois. Et Clouzot lui a répondu oh si peu monsieur. Ce qui déjà, si tu veux, te place un peu le personnage quoi. C'est clair. Il n'y a pas vraiment de respect pour la classe décidante et tout ça Et quoi. l'ordre établi, ouais. Ouais, exactement quoi. Bon, finalement les Sciences Po c'est pas possible, parce que devenir diplomate c'est pas possible parce qu'il faut devenir riche quoi. Donc lui il est pas assez riche pour continuer ses études là. Donc c'est encore une porte qui se ferme. Encore une autre porte qui se ferme, exactement. En 26, la mère de Clouzot, elle veut se rapprocher de son fils aîné qui donc vit à Paris depuis 1 an. Donc elle fait des pieds et des mains, et le père réussit à trouver une situation et toute la famille est réunie à nouveau à Paris sous le même toit. À ce moment-là, Clouzot il est déjà vraiment en contact avec son oncle qui vit à Paris. Je sais pas si c'est son oncle du côté de son père ou du côté de sa mère. Je pense que c'est son père. Son oncle en fait il connaît tout le milieu artistique, il connaît plein de gens, et Clouzot en fait il fréquente tous ces gens-là et il continue d'aller au spectacle assidûment. Et même en fait il voudrait devenir chansonnier, c'est un peu son rêve quoi. Donc il rencontre plusieurs personnalités qui vont dans ce sens-là et qui vont l'aider. Et ces gens-là, ces personnalités-là vont commencer à lui apprendre déjà les ficelles de la dramaturgie. Donc il va commencer à écrire à leur côté, il va commencer à collaborer, assister. Voilà, il fait tout un tas de petits boulots comme ça. Notamment, en fait, il va devenir collaborateur pour des scénarios. Donc là, on est en 31, ça fait déjà 6 ans que Clouzot est à Paris. Il a 24 ans et il passe derrière la caméra pour la première fois. Il réalise La Terreur de Batignolles. Alors moi, je l'ai pas vu en entier. Je sais que tu l'as récupéré pour c'est un court métrage, je précise. Je sais que tu l'as récupéré pour le podcast. David, toi, tu l'avais vu. Qu'est-ce que tu en avais pensé ? Alors oui, je l'ai vu. Alors c'est pas une super qualité parce qu'évidemment c'est difficile à trouver. C'est un petit court-métrage quasi muet, enfin avec les voix qui sont un peu rajoutées après de manière un peu décalée. Ouais. C'est l'histoire d'un cambrioleur, donc qui est la Terreur de Batignolles, qui débarque dans un appartement qui pense être vide et qui se fait surprendre par le couple qui habite là et qui va un peu le manipuler, le retourner quoi. Ça ne se passe pas comme prévu. Ouais, évidemment, bien sûr. Mais bon, c'est pas marquant outre mesure pour ce que c'est. Oui, d'ailleurs, lui, il n'en a pas un souvenir indélébile. Alors 31, juste pour redéfinir, on est à
2 ans de l'arrivée du parlant, puisque le parlant c'est considéré comme arrivé en 29. Et donc là, on est vraiment, tu parlais tout à l'heure des voix et tout ça, tout devait se faire en studio après, j'imagine, parce qu'on devait pas faire les prises de son sur le plateau. Donc Oui, c'est ça. ouais, ça devait être assez... et je pense que c'est en partie pour ça que ça l'a pas franchement enchanté. Enfin bon, en 32, il est embauché pour le coup pour travailler à Berlin, à l'Universum Film Allgemeine. Donc ça, c'est l'UFA qui est quelque chose qu'on retrouvera plus tard dans la carrière de Clouzot, on en reparlera. À cette époque, l'Allemagne est leader en exportation de films en Europe, et les studios qui ont retenu les leçons de l'arrivée du parlant, ils produisent énormément de choses, et notamment ils produisent des opérettes. Et Clouzot continue de travailler sur divers scripts, et il découvre encore plus les rouages de l'industrie cinématographique, mais cette fois-ci vraiment d'une industrie qui fonctionne à plein badin, quoi, parce que là on est vraiment dans une machine de guerre, quoi, sans mauvais jeu de mots, en 34 en Allemagne, mais on est vraiment dans un truc où vraiment, voilà, quoi, on sent qu'il y a Il des faut que ça tourne, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et ils font notamment les fameux films, une fois en allemand, une fois en français, tu sais, où en gros ils font les mêmes films, mais dans 2 langues différentes au même moment, quoi. Donc là, il va découvrir d'abord l'industrie cinématographique, comme je disais, et aussi la possibilité de faire du cinéma un art, en fait. D'un seul coup, ça, c'est plus juste une façon de raconter des histoires, on peut aussi le faire de façon belle, en fait, quoi, ou en tout cas esthétique. Il va découvrir l'expressionnisme de Murnau, le clair-obscur, enfin tout ce milieu-là allemand de ces années-là. Et c'est aussi à Berlin qu'il va fréquenter Joseph Kessel, qui est quand même l'auteur de L'Armée des Ombres, notamment, qu'on retrouvera magnifique film de Jean-Pierre Melville des années plus tard. Et Kessel, il est là en tant que journaliste. En fait, il est venu observer l'essor du nazisme. Finalement, Clouzot, il est rappelé à Paris en 34. Enfin, en tout cas, on le remercie, puis voilà, il s'en va. Plutôt, il rentre. Sur place, il va écrire une opérette en 3 actes et 12 tableaux qui s'appellera La Belle Histoire. La musique est composée par Maurice Yvain. L'accueil est catastrophique, c'est-à-dire que ça ne marche pas du tout. Je crois que d'ailleurs un des titres de critique c'était On se fout de nous, donc vraiment pas très sympa. Il décide quand même. Ça s'est perdu un petit peu, hein, ces titres de critique tout en retenue. C'est ça. Bah tu sais, tu crois pas si bien dire, parce que il va y avoir une partie de la vie de Clouzot où on va avoir affaire aux critiques. Je veux pas en dire trop long, mais les gens qui écoutent Cinécure savent que je suis pas particulièrement fan de la nouvelle vague. Spoiler alerte, ce sera pendant ce moment-là. Ouais, du coup, il a quand même rencontré Maurice Yvain sur cette opérette, puisque c'est celui qui a composé la musique, comme je dis tout à l'heure. Et il va collaborer avec lui, ils vont écrire des chansons. Et là, par contre, il y a un gros succès qui arrive, puisque c'est Jeu de massacre, qui est une chanson qu'ils écrivent tous les deux, et qui est une chanson qui est pour moi fondatrice dans l'œuvre de Clouzot. C'est-à-dire qu'on a vraiment déjà tout le Clouzot qui respecte pas l'ordre établi, qui est frondeur, qui se met du côté des plus pauvres, qui est contre en fait l'establishment, quoi. Finalement, il a ce côté un peu punk, hein, finalement, hein, c'est ça, quoi. Et cette chanson, ils vont l'offrir à Marianne Oswald, ça fait un succès. Alors je vous mets un petit extrait. Pour vous venger de vos blessures, pour vous venger de vos malheurs, pour soulager vos meurtrissures, pour chasser toutes vos rancœurs. Hop la boum dans la belle-mère, hop la boum dans le marié, hop la boum dans le notaire, hop la boum dans le banquier, hop la boum dans la belle-mère, hop la boum dans le marié, hop la boum dans le notaire, hop la boum dans le banquier. C'est le massacre des pantins innocents. Avisez bien leurs pauvres gueules, puisque vous êtes tous trop veules pour taper sur les puissants. Si vous connaissez un petit peu Clouzot et que vous écoutez un peu les paroles, je vous ai pas tout mis, mais vous pouvez rechercher la chanson, elle est sur YouTube. Vous allez voir, c'est vraiment exactement déjà tous les trucs que Clouzot va développer dans ses films par la suite. Donc là, il est vraiment sur une pente ascendante, quoi. Ça y est, là il commence à écrire, ça commence à bien fonctionner, il travaille toujours sur des scripts, et là, pas de bol, on est en 1935 et Clouzot attrape la tuberculose. Donc là, il a 28 ans, et en fait, au moment où ça commence à démarrer pour lui, il est obligé de rester enfermé dans un sanatorium qu'il n'a pas vraiment les moyens de payer. D'ailleurs, c'est ses amis du showbiz qui se relaient pour payer les factures. Encore un coup dur.
Exactement, ouais. Et encore une porte qui se ferme, quoi, finalement. Et là, il va y passer 4 ans, quand même. 4 ans dans lesquels il va être enfermé. Mais là, ce qui est vraiment beau avec Clouseau, en tout cas avec ce personnage, quoi, un peu spécial, c'est qu'en fait, lui, il considère que ces 4 ans-là, c'est des années auxquelles il doit tout. Il dit, je dois tout à ces 4 années-là. Pendant ces 4 années, il va lire, il va relire, il va écrire, il va observer, en fait, il va profiter de ce moment-là un peu pour remettre de l'ordre dans sa vie, quoi. Et on a l'impression qu'en fait, il prépare tout un tas de trucs pour une fois que ça redémarre, comme disent les Anglais, il tape le sol et il court, quoi. Tu vois, c'est vraiment genre pam, je pars comme une balle, quoi. Et c'est un peu ce qui va se passer d'ailleurs. En 38, quand il rentre à Paris, enfin en tout cas c'est ce qu'il espère. En 38, quand il rentre à Paris, le cinéma a complètement changé, la ville évidemment aussi. La menace nazie est plus forte que jamais. Et Clouseau, lui, il continue de vouloir écrire, évidemment, puisqu'il revient de 4 ans d'arrêt. Il va y parvenir, puisqu'il va participer de nouveau à d'autres scénarios. Il va être un petit peu comme un script doctor, il va écrire, voilà. Et il rencontre surtout Suzy Delair à cette époque-là. Et Suzy Delair, c'est une chanteuse de cabaret, elle fait pas mal de choses, elle est actrice aussi, et ça va devenir une collaboratrice, et puis surtout, ça va devenir sa première femme. Il y a d'autres films qui vont venir, et là, encore un coup d'arrêt, la guerre débarque, enfin, ou plutôt les Allemands débarquent, la guerre démarre, ou plutôt la guerre s'arrête d'ailleurs, et il est réformé, lui, il peut pas participer, puisqu'en 34, il a été réformé, évidemment, de par sa maladie. Et en fait, en juin 40, il part, comme tous les Français, quoi, c'est l'exode, donc il est sur les routes. On y reviendra, parce que pareil, ça a eu il y a eu un petit moment important dans sa carrière sur les routes. Et puis en décembre, il rentre, comme la plupart des Français et la plupart des Parisiens. Sa pièce en un acte, qui s'appelle On prend les mêmes, qu'il a écrite là pendant ces moments-là, elle est mise en scène par Pierre Freinet, quelqu'un qui deviendra important dans sa vie aussi. On va aussi en reparler. Et puis Pierre Freinet, essentiel pour Clouseau. C'est clair, ouais. Dans le début de carrière particulièrement. Et en 41, c'est l'occupant allemand, en fait, ça y est, qui a la main mise en fait sur toutes les productions, à travers donc la fameuse UFA, qui crée une société française qui va s'appeler la Continentale. Et cette Continentale, elle est dirigée par Alfred Greven, et ils se connaissent, Alfred Greven et Clouseau, parce que Clouseau l'avait rencontré pendant son séjour berlinois. Et Greven, en fait, lui demande d'adapter un bouquin de Steeman qui s'appelle 6 hommes morts. Le film va s'appeler, lui, Le dernier des 6, et il va rencontrer un beau succès. Greven lui confie donc la direction du pôle des scénarios, enfin du pôle, ça s'appelle pas comme ça, mais du pôle des scénarios à cette époque-là, en lui disant voilà, tu t'occupes de tout, tu gères tout ça, tu réécris s'il faut, tu confies l'écriture aux uns et aux autres, enfin bref, c'est toi qui es en charge. Et en fait, lui, il refuse. Il veut pas du tout. D'abord, je pense que il est pas super chaud pour bosser pour des Allemands, tu vois, pour un occupant. Mais le fait est que il a pas de travail, et puis d'un côté il aimerait bien être indépendant, il aimerait bien continuer de vivre de ça, mais on peut pas franchement dire que c'est une période où les projets pleuvent, il y a vraiment même rien qui se passe. Et puis de l'autre côté il y a Pierre Freinet, donc qui est devenu un ami, qui vraiment lui dit bon là faut que t'arrêtes, faut que tu fasses ça, c'est important, c'est vraiment une opportunité unique, donc fonce. Finalement il accepte. Il revient sur sa décision, parce qu'en fait, il crève de faim, quoi, tout simplement, il faut manger. Et il va adapter Les Inconnus dans la maison de Simenon en premier. Et c'est Henri Decoing. Alors Henri Decoing, on le connaît aussi un petit peu, puis on reparlera de lui. C'est celui qui a réalisé notamment Razzia sur la Schnouf, qui est un film qu'on aime bien. Oui. Clouseau réalise en voyant le film, donc Les Inconnus dans la maison, qu'en fait, il aurait tout à fait été capable de faire le film. En fait, ce qu'il dit, c'est « Je me suis aperçu non pas qu'il avait trahi le scénario, mais qu'il n'avait rien ajouté. » Et voilà, à partir de là, tout est en place pour l'arrivée de l'assassin habite au 21. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parle un peu plus de l'assassin habite au 21, tout de suite après le jingle, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, David ? Non, je crois que tu as bien résumé cette première partie de l'existence de Clouseau. Allons-y. Eh ben parfait, on y va. Où vas-tu? Je ne le dirai pas. Si tu me le dis pas, je t'embêterai jusqu'à ce que tu me le dises. Tu me connais pas? Moi aussi. Écoute, Minet, sois gentil. Et je serai sage pendant 8 jours. Je vais au bord de la mer. Quoi faire? Promener le chien. T'as pas de chien? J'en achèterai un en passant. Tu te fous de moi? Un petit peu. Très bien. Tu ne partiras pas. Donc voilà, l'assassin habite au 21, donc c'est le film dont on va parler aujourd'hui. Très honnêtement, il n'y a pas énormément de choses à dire, parce que c'est d'abord un film très court qui dure 1h22. Mais avant toute chose, je vais te pitcher le film, et puis ensuite tu m'en parleras un petit peu, puis moi je te dirai un peu ce que j'en ai pensé aussi, si ça te va. Très bien. Donc, un tueur en série qui se fait appeler Monsieur Durand sévit dans Paris, et l'inspecteur Vines est mis sur l'affaire. Après avoir étudié le modus operandi, une piste l'envoie du côté d'une petite pension familiale dans laquelle tous les occupants pourraient avoir un excellent motif d'être Monsieur Durand. L'inspecteur Vines enquête.
Oui, bah c'est ça. On est d'accord sur le résumé du film. Alors, ce qui est juste rigolo à dire, c'est que les deux rôles principaux, donc l'inspecteur Vance et sa maîtresse Mila Malou, donc jouée par Pierre Freinet et Suzy Delair. Exact. Et oui, le dernier des 6. Voilà, il reprend des personnages qu'il a déjà écrits avec les mêmes acteurs, mais là, ce coup-ci, c'est lui qui réalise. C'est ça, exactement. Donc, je pense que Pierre Freinet et Suzy Delair maîtrisaient aussi bien leurs personnages. Ouais, ça se voit, quoi, parce qu'ils sont. Ça se sent, ouais. Ils sont fantastiques. Mais de toute façon, ce que j'aime bien dans ce film, ce que j'ai bien aimé, parce que là, donc, je l'ai revu pour le podcast, moi, le truc qui me plaît le plus dans ce film, c'est ce côté. Enfin, tu vois, c'est très inconséquent, quoi. Genre, à un moment donné, sans en révéler trop, quoi, il part en mission, on va dire ça comme ça, et pour sa mission, il a un déguisement, il est déguisé en curé, quoi. Et puis les événements font qu'à un moment donné, il est obligé d'abandonner son déguisement. Mais ce qui est trop rigolo, c'est que du coup, les gens de la pension n'ont pas du tout l'air surpris, en fait. Genre, il n'y a aucun moment on annonce en fait, c'est un inspecteur de police, tu vois. Genre, juste, il est. Bon, de toute façon, on peut le dire, on va clairement divulgacher le film. Hein. Oui, je crois qu'on est obligé là, sur ce genre de film. Ouais. 1942, quand même, donc bon, voilà. Mais en gros, donc, il part en mission dans la petite pension familiale, il essaye de s'introduire, quoi. Et puis, donc, pour s'introduire mieux, il est en curé. Il y a toute une partie du film où il est en curé, quoi. Enfin, en pasteur. Et c'est d'ailleurs, ça fonctionne hyper bien. Pierre Freinet est génial avec cette voix et cette diction, là, qui est toute particulière, quoi. Et puis, en fait, au bout d'un moment, Suzy Delair le rejoint, alors qu'elle n'est pas du tout censée savoir qu'il est là. Elle le rejoint, elle arrive à deviner qu'il est là. Enfin, par un stratagème, elle fouille dans son courrier, elle s'aperçoit qu'en fait, il est là. Donc, elle y va aussi. Évidemment, eux... Ah ouais, on est plus dans le stratagème, là. Elle ouvre un courrier qui était destiné au commissaire, enfin, au supérieur de Vance. Hein, donc, c'est ça, exactement. Où il y a marqué l'adresse. C'est ça. C'est un stratagème de haute volée. C'est vrai. Mais du coup, elle part, elle le rejoint. Donc, aux yeux de la pension, ils ne sont pas liés, quoi, ni l'un ni l'autre. Et puis en fait, par une sorte d'événement, quoi, une suite d'événements, elle finit par l'assommer à lui. Et quand elle l'assomme, elle pense qu'elle l'a tué. Elle dit je l'ai tué. Et quand il se réveille, en fait, ça y est, il est flic, quoi. Il est inspecteur. Et ce que j'ai adoré, quoi, c'est que on nous explique pas, genre il s'est changé, personne n'est surpris, à un moment donné il redescend les escaliers et il est en flic et juste il intervient dans une intervention d'autres flics qui sont sur place. Tout le monde lui parle comme si c'était parfaitement normal et voilà, et ça je trouve que ça définit bien le ton du film, quoi, où vraiment c'est inconséquent, tu vois, il y a pas de... C'est vrai, ouais, il y a un petit côté presque boulevard là-dedans, quoi. Ouais, exactement. D'abord, avant on l'appelle monsieur le pasteur, puis après on l'appelle monsieur le commissaire ou voire monsieur le détective. Oui. Et puis c'est tout, puis c'est pas grave. Non, mais il y a c'est clairement... un peu comme si la scène d'explication avait été coupée, mais c'est ça. dérange pas. Et il y a clairement, ce que tu dis est très juste, il y a un aspect extrêmement boulevard, tu vois, quand ils ouvrent les portes les uns des autres, chacun fouille dans la chambre, ils ont tous des trucs à dire, des trucs à faire. Lui, à un moment donné, il fait semblant de se tromper de porte pour aller voir les habitants qui sont dans la pension. Oh, pardon, je me suis trompé de porte, quand il est encore déguisé en pasteur, là. Et puis, quand il revient dans sa chambre, il y en a un qui est en train de fouiller dans ses affaires, dans sa valise, et qui lui dit, oh, pardon, je me suis trompé de porte comme lui, quoi, tu vois, tu dis. Et puis, j'adore, parce qu'il prend vraiment bien le temps de remettre la chemise, de refermer la valise, et de dire, je me suis trompé de chambre. C'est ça, exactement. Et voilà, et puis, il peut rien dire, parce qu'il vient de faire la même chose et puis parce qu'on est toujours très poli et d'ailleurs il cordial, répond, quoi. C'est bien normal. C'est bien normal, oui, c'est ça. C'est son petit tic de langage qu'on retrouve 8 fois, hein, je me suis amusé à compter. C'est bien normal. C'est voilà, son petit tic de pasteur, c'est d'analyser la situation en disant ça, quoi. Et c'est ça aussi que du coup ça m'y fait penser, que j'aime bien dans ce film, c'est quand même une grosse un thème qu'on retrouve chez Clouzot. On dénonce les personnages, on dénonce la critique de la société. Les gens sont médiocres, les gens sont un peu des ratés, des pauvres types. Ouais, il y a vraiment une exploration. On peut trouver ce film, c'est quand même enfin pas une comédie, mais il y a un côté drôle, quoi. Il y a un côté décalé là-dessus. Je pense que ça a pu choquer. Bon, peut-être à l'époque, là, le film a vieilli de ce côté-là, sûrement. Mais voilà. Oui. C'est des personnages peu sympathiques. C'est une critique de la moralité humaine. C'est une critique de la société de plein de manières. Comme tous les films de Clouzot. Comme tous les films de Clouzot. Mais les deux personnages principaux qui mènent l'enquête en concurrence, donc le commissaire et sa maîtresse, eux sont drôles. Oui. Eux, ils gèrent la situation, ils se détournent justement de ces personnages, des autres personnages qui sont tous un peu des ratés. Lui avec ce côté un petit peu ironique, humour, second degré, et elle parce qu'elle est au contraire hyper nature, hyper... Ouais, elle est premier degré à fond, c'est clair. Elle est premier degré, elle est cash, elle dit ce qu'elle pense, elle est pas là pour faire semblant, et du coup chacun à leur manière, ils sont
un pendant de cette société un peu sombre que présente Clouseau, et ils amènent de la légèreté et de l'humour. Et puis il y a aussi, ça c'est certain, hein, je suis entièrement d'accord avec toi. Et il y a aussi un autre truc il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est que, et j'ai pas pu m'empêcher de penser quand tu connais un peu sa vie, que c'est aussi un petit peu, il écrit un petit peu sur ce qu'il connaît, tu vois, parce que c'est que des personnages qui sont liés de près ou de loin au monde du musical, au monde du show business, au monde, donc t'as une espèce de faux fakir là, on sait pas trop, tu vois, un gars qui fait des marionnettes, on a bien compris qu'il était artisan. Bon, après t'as un médecin colonial, bon ça beaucoup moins. Il y a une écrivaine qui est là dans la pension. Il y a un ancien boxeur. Enfin, tu sens quand même que c'est quand même basé un peu aussi, je pense, sur cette espèce sur ces fréquentations qu'il devait avoir là dans ce Paris des années 30-40 quand il était un peu plus jeune. Oui. Quoi. Et puis ça, la maîtresse du Mila Malou, c'est une cantatrice évidemment ratée, qui n'arrive pas à décoller. On la voit passer une sorte de casting auprès de... Au début, la scène est fantastique quoi, auprès du producteur, où elle lui dit je suis prête à tout, et les sous-entendus sont permanents quoi. Et aussi après un autre truc qui est incroyable, mais ça vraiment je trouve que c'est de plus en plus rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça existe encore, mais c'est lourdeau en fait quoi. Ce sont les dialogues sont fantastiques quoi. J'allais y venir. Enfin voilà. Là, on parlait un petit peu plus de l'histoire des personnages, mais évidemment, les dialogues font le film. C'est clair. Il y a des scènes de groupe avec beaucoup de personnages, et on arrive toujours il y a des dialogues très très chargés, très très conséquents, mais c'est hyper rythmé. Et ce que tu disais, ça dure 1h22. Quoi. Il arrive à boucler ça en 1h22. C'est hyper rythmé. On perd jamais le fil de l'histoire et des vannes qui se balancent, des petites piques, parce qu'évidemment les dialogues ils servent aussi à critiquer vachement et à être ironique sur les gens, mais ça déroule quoi. Ouais, ça déroule à fond. Bon, alors c'est adapté du roman que j'ai pas lu, je sais pas si c'était comme ça, mais je suis sûr que Clouseau, on l'a vu, t'en as parlé, il sait écrire, il a dû Steven, il avait il était pas forcément super content des adaptations, quoi. Il comprenait pas. Par exemple, sur le dernier des 6, il reprochait à Clouseau d'avoir changé un truc en disant pourquoi il a fait ça, je comprends pas. Enfin voilà. Mais c'est assez marrant parce que dans le bouquin que je lis sur Clouseau, là, on s'aperçoit qu'en fait, il fait un travail de cinéaste, quoi, tout simplement. Et il le fait déjà dans ces années-là, parce que les adaptations, on le sait, c'est pas la même chose. Enfin, tu peux pas faire le bouquin au cinéma. C'est pas ce qu'on te demande en fait. Quoi. Ouais. Ce qu'on te demande, c'est d'avoir un film. Et lui, il est à fond pour l'intégrité de son film. Là, son film, il se tient. Il est parfait. Moi, je connais pas le bouquin. Je suis comme toi, je l'ai pas lu. Mais je sais que Steeman n'était pas très content du résultat, ou en tout cas, ça lui allait pas trop. Il comprenait pas trop pourquoi il avait fait ça comme ça ou comme si. Mais quand tu vois le film, tu le comprends. C'est juste, ça fonctionne. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Et ça, c'est, je trouve, de la part de Clouseau, d'une modernité assez incroyable, suffisamment rare pour être signalé, surtout dans ces années-là, où le gars est déjà en train de faire du cinéma, quoi. Voilà, il est pas en train d'essayer d'adapter un bouquin, quoi. Il est en train de faire un film. Ouais. Et voilà, et ces dialogues sont excellents. Là, tu sens qu'il a traîné avec des acteurs de théâtre pendant des années, parce que on va pas se mentir, hein, au niveau de la réalisation, bon, il y a 2-3 tours de force. La scène finale est fantastique, mais tout ça, c'est quand même des choses qu'on aurait très bien pu faire au théâtre d'une manière ou d'une autre, quoi. Surtout toutes les scènes à la pension, qui sont. C'est ça. Il y a un côté huis clos, hein, mais qui est appréciable aussi. Ouais. C'est ça. Et puis bon, les dialogues, voilà, les échanges qu'il y a, il y en a qui sont savoureux. Moi, j'ai noté quand même un truc, voilà, que je vais quand même dire. À un moment donné, il va voir une infirmière qui est à la pension, qui est censée s'occuper d'un boxeur. C'est son infirmière, mais en fait on apprend qu'au final c'est sa maîtresse, puis en fait on apprend qu'au final c'est pas que sa maîtresse, elle est aussi la maîtresse d'un autre gars, et donc lui il va la voir pour obtenir des informations, donc il se présente un peu sous des aspects un peu séducteurs, quoi, comme ça, pour essayer de la faire parler, et puis elle porte une espèce de truc très très décolleté, ce qui à mon avis d'ailleurs à l'époque devait être complètement dingue, enfin tu vois, je sais même pas comment ils ont réussi à mettre ça à l'écran, et il lui dit à un moment donné, vous allez attraper un rhume de cerveau, et donc elle a les jambes dénudées, on voit presque son entrejambe, ce qui est fou, quoi. Et elle lui dit par les cuisses, ce qui est pareil, une réponse folle, et il lui répond tout dépend de où vous placez votre cervelle. Ah oui, c'est ça, c'est toute la réaction de l'inspecteur qui arrive toujours à avoir la petite phrase qu'il faut, qui est jamais pris au dépourvu en fait, quoi. Bon, les pas très MeToo, hein, ça on est d'accord, mais ah oui, on peut pas argumenter là-dessus, c'est sûr. Mais quand même, la femme un peu bébête, quoi, Mila Malou, elle s'en sort, quoi. Non, elle est pas. Ouais. C'est quand même un personnage féminin qui tient la dragée haute au commissaire et qui, avec sa manière d'être, réussit à s'en sortir. Oui, d'ailleurs, moi je pense qu'à la fin, quand il lui
lui dit surtout tu dis rien. Je pense que c'est calculé de sa part. Il veut qu'elle bave, quoi. En fait, il veut qu'elle dise. Et c'est pour ça que il se fait emmener et tout ça. Bon, après il va au téléphone, le téléphone est coupé, etc., etc. Mais surtout, ce qui est important de souligner, c'est que elle relie les points, en fait, les points de l'enquête, elle les relie toute seule, quoi. Parce qu'il y a ces fameux plans là où elle voit les 3 trucs, après les 3 sœurs, après il y a écrit trio, et tout ça. Et c'est là qu'elle comprend qu'en fait, une fois de plus, désolé pour divulgacher le film, mais bon, voyez-le avant d'écouter ce podcast. C'est là qu'elle comprend qu'en fait, Monsieur Durand, c'est pas un Monsieur Durand, c'est 3 Monsieur Durand. Elle le comprend toute seule, tu vois. Lui, il ne lui révèle rien. Lui, il fait sa découverte dans son coin, il lui dit surtout ne dis rien, il s'en va, et ensuite, elle fait sa découverte toute seule dans son coin et elle le sauve. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas du tout ridicule, quoi. Elle tient bien, comme tu dis, la dragée haute, quoi. Enfin voilà, après je trouve que c'est un film qui est sympathique, c'est un film qui est agréable. Bon, 1h22 c'est bien, ça, si ça avait duré un peu plus, ça aurait peut-être été un peu fatigant. Et je trouve surtout qu'après, il n'y a pas... Enfin, quand on voit les prochains films... Parce que là, on est dans une espèce de légèreté qu'on va pas retrouver de sitôt. Ouais, mais je trouve quand même que c'est aussi un premier film. Moi, je trouve que tous les premiers films pouvaient être comme ça. Putain, c'est chapeau, quoi. Il a quand même fait juste 1 ou 2 courts-métrages avant. Là, c'est un premier film. Bon, c'est une adaptation. Et après, ça annonce des chefs-d'œuvre. Ouais, c'est ça. Et ça, rien que pour ça vaut le coup. Et puis, quand même, je voulais reparler un peu des acteurs, parce que ce qui est intéressant avec Clouzot, c'est que... comme tu le disais, il y a des acteurs qui reviennent d'un film à l'autre. Il n'a pas fait tous ses films avec les mêmes, mais souvent, ils jouent dans 2, 3, 4 films. Donc là, Pierre Freinet, on va le retrouver dans Le Corbeau. Suzy Delair, on va la retrouver dans Le Quai des Orfèvres, comme Raymond Bussière. Et parmi parmi les gens de la pension, là, les deux parmi les 3 Monsieur Durand, Pierre Larquet, Noël Roquevert, on les retrouve dans Le Corbeau et dans Les Diaboliques. Donc on voit qu'il aime sans doute travailler un peu avec une sorte d'équipe. Il s'entoure de gens qu'il connaît et à qui il fait confiance. Il s'entoure de gens qu'il connaît et il leur propose des rôles qui leur correspondent, parce que voilà, ils sont vraiment tous bien dans leur rôle. Et pour lui, c'est une bataille, faire un film. Quand tu lis un petit peu là-dessus sur la façon dont les films se sont faits, etc., tu t'aperçois qu'il ne souffre pas la présence de quelqu'un qui ne soit pas directement lié à la production, et même les producteurs, plus loin il les tient, mieux c'est. Et c'est quelqu'un qui a besoin effectivement qu'on le protège, quoi. Ce qui est d'ailleurs rigolo, parce que après il aura une relation, alors on va en reparler de ça, donc c'est peut-être pas la peine d'en parler sur ce film-là, mais il va avoir une réputation très très sulfureuse et une relation avec ses acteurs qui est pour le moins problématique, quoi. Oui, parce que pour lui il faut ressentir la scène et l'émotion. On peut pas vraiment la jouer si on la ressent pas. Donc il fait en sorte que les acteurs la ressentent bien d'une manière ou d'une autre. Bien ressenti. J'ai bien compris là. Donc évidemment, c'est un homme qui a des méthodes discutables, qui a peut-être eu des opinions politiques discutables aussi. Après, on tombe dans l'éternel débat, l'œuvre ou l'artiste. Je pense pas qu'on va le résoudre. On va résoudre ce débat-là ici. Non, mais on en a parlé dans la partie où on parlait de sa vie, tout ça sur la Continentale et tout. Mais il faut savoir donc L'Assassin habite au 21 et donc le premier film qu'il fait avec la Continentale. Moi, je pense que de la part de Clouzot, c'est de l'opportunisme plus qu'autre chose. Il n'y a pas de volonté. C'est de l'opportunisme, et quand même, je crois que le but de la Continentale, c'était de faire des films légers qui prennent pas la tête, si tu me permets cette expression d'époque, pour que le public français soit diverti. Et on peut dire qu'il n'a pas rempli le contrat à ce niveau-là. Il a fait ce qu'il voulait faire. Ouais. Il a fait un film policier qui fonctionne bien, mais qui est aussi quand même une certaine dénonciation de plein de choses. Alors peut-être pas d'une époque, parce qu'après il y aura Le Corbeau. C'est ça, quoi. Et là, on peut dire que ça dénonce. C'est clair. Mais bon, c'est quand même, ça donne pas un portrait très réjouissant de la France de cette époque-là. Et là, je pense qu'il a réussi son coup. Ouais, non, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, pour moi, c'est comme je te disais, il part avec la Continentale parce qu'en fait, la Continentale lui dit: est-ce que vous voulez faire des films? Et lui, il veut faire des films. Ouais. Donc il y va, quoi. Voilà. Il réfléchit pas plus loin. Et il se pose Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il s'arrête pas à la question de. Ouais. Non, mais il réfléchit forcément. Il est au courant. Tu vois, il rentre dans le bureau d'un mec où il y a un buste d'Hitler. Enfin, tu vois, il sait très bien ce qui se passe. Il est pas débile. Mais juste, il se dit ouais, mais moi j'ai envie de faire des films. Et on sait pas combien de temps cette histoire ça va durer. Voilà. D'une manière générale, c'est un peu la posture de pas mal d'artistes à cette époque-là. Hein. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Dès même Pierre Freinet et Suzy Delair, les deux ont eu des soucis à la Libération, comme Clouzot, parce qu'on leur a reproché leur activité, soit sympathie, soit
passivité, Ouais. voire promotion un peu de la Oui, mais collaboration. on l'a reproché aussi à Marcel Carnet. Enfin, il y en a plein d'autres. Hein. Voilà, c'est ça. clair. Alors bon, moi, je n'ai pas envie de me poser en critique là-dessus parce qu'on ne sait pas ce qu'on aurait fait à l'époque. Ouais, on sait pas. Et c'est vrai. puis, ça n'empêche qu'ils ont fait des bons films derrière. Ouais, c'est clair. Non, et puis comme tu disais, il s'est pas empêché de faire ce qu'il avait envie de faire après, donc rien que pour ça. Et donc juste pour le cast, en fait, je voulais quand même revenir. Donc Pierre Fresnay, Suzy Delair, hein, les deux qui portent le film. Et puis moi, j'ai une petite sympathie particulière pour Raymond Buissière qui joue l'Indic, qui dit qu'en fait ça lui tombe tout cru dans la bouche, hein, tout cuit dans la bouche, pardon, l'adresse, puisque c'est son Indic qui lui dit: j'aime beaucoup cet acteur qui a fait énormément de films, mais des petits rôles, mais qu'on retrouve dans des centaines de films de l'époque que j'aime bien. Et puis Noël Roquevert qui joue donc le médecin colonial en retraite, là, qui est vraiment au-dessus du lot. Je trouve qu'il aussi a une énorme carrière. Il est odieux, quoi. Il a joué dans plein de films, mais il est très très bon dans ce rôle de vieux militaire, de vieux docteur, de vieille baderne, voilà, le mec un peu il parle comme ça, à l'ancienne comme ça, et vraiment il le fait très bien. Et c'est une époque. Alors ça oui, clairement. Non, mais là, il faut quand même préciser aux gens qui nous écoutent que vous allez voir un film de 1942. Hein. C'est ça. Donc l'addiction, c'est pas pareil. Évidemment, les images, c'est pas pareil. Le son n'est pas le même. Enfin voilà, bien entendu. Je veux dire, on parle. Ouais, tu parles de diction, mais on les comprend tous. Ils s'expriment. Bien sûr. Alors, ils ont des accents, ils ont des intonations, mais. Excuse-moi, mais il y a certains acteurs actuels qui feraient bien d'en prendre de la graine parce que on a parfois du mal à comprendre ce qu'ils disent. Hein. C'est oh là là, j'ai l'air d'un vieux con quand je dis ça. Franchement, j'osais pas le dire, mais c'est pas complètement faux. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit waouh, ok, donc là l'addiction clairement c'est pas du tout. C'est sûr que ils viennent aussi, je pense, du théâtre et du musical, donc ils ont d'autres habitudes. Oui. Mais c'est quand même un métier, c'est quand même un milieu où tu apprenais à placer ta voix, à la porter et à s'exprimer, quoi. Et je vais me permettre une petite intervention un peu sinécurienne pour le coup dans ce podcast qui n'est pas sinécure, mais qui est quand même sous l'égide sinécure, dans le sens où les gens le savent, les gens qui écoutent sinécure le savent. On est avant la nouvelle vague. Voilà. Donc vous savez ce que je pense de la nouvelle vague. Bon, moi je n'aime pas la plupart des cinéastes de la nouvelle vague. Je suis au courant et je suis d'accord pour dire que la nouvelle vague a apporté beaucoup de bonnes choses. Mais là, on est dans un cinéma qui est clairement avant Nouvelle Vague, chez un cinéaste qui a été pointé du doigt par les cinéastes de la Nouvelle Vague comme étant un peu un des représentants du cinéma de papa, hein, le fameux cinéma de papa. Donc voilà, clairement, il ne faut pas s'attendre à voir un film. Voilà, les acteurs, ils parlent, ils scandent parfois, ils parlent comme au théâtre, mais effectivement, on les comprend très bien et ça, c'est quand même... c'est une bonne chose, quoi. Mais ça va aussi, et c'était un point que je voulais aborder, ça va aussi avec le film, avec l'histoire. C'est une enquête policière, quasiment huis clos, à la Agatha Christie, à la Cluedo, etc. Oui. Donc, on ne s'attend pas à avoir des effets de mise en scène, à avoir des expériences de cinéma, des choses comme ça. Ça pourrait être une pièce de théâtre, c'est adapté d'un roman, mais ça fait le boulot, quoi, et d'une belle manière. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est aux effets de il y a un peu d'effets de mise en scène, des jeux sur l'ombre et la lumière. Ça rappelle un peu des trucs de l'expressionnisme, des trucs de l'expressionnisme allemand. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de plans séquences. Il y a une vue à la première personne au début. Pour le premier meurtre, donc je pense que ça c'était pas des choses qui se faisaient non plus. Oui, cette scène est d'ailleurs un des 2 tours de force dont je parlais plus tôt. Pareil. Enfin, il y a quand même des morceaux qui sont très très modernes, très actuels, quoi. C'est ça. On les voit maintenant, ça nous paraît bateau, mais 42, quoi. Donc il y a 80 ans, je pense que c'était pas des choses qui se faisaient aussi facilement que ça. Non, clairement pas. Et ce que j'aime bien, c'est que voilà, il y a un mélange de genres, je trouve. C'est à la fois une enquête policière, c'est à la fois une critique de la société, c'est à la fois des moments de comédie. Ouais. Et voilà, il y a tout ça qui se mélange, un peu de théâtre, un peu d'expressionnisme, et hop, et ça fonctionne bien, et ça fait un film qui est agréable à voir. Et ce que j'aime bien aussi, donc c'est cette critique qu'il y a. Ça critique beaucoup l'administration et la cascade hiérarchique. Ouais. C'est le ministre donne 15 jours au préfet, le préfet donne 8 jours au directeur de la police, le directeur de la police donne 4 jours au commissaire, et le commissaire donne 2 jours à Vette. C'est tac, à chaque fois. On veut pas la responsabilité. Enfin, c'est un classique. Après, on l'a vu en BD, on l'a vu dans d'autres films. Mais le chef qui dit au sous-chef, qui dit au petit chef, qui dit au chef d'en dessous, Oui, sauf que là, effectivement, on est en 1942, pendant l'occupation, qui plus est. Quand même. Et on est dans un... Enfin, il est en train on en reparlera pour Quai des Orfèvres, mais il est en train de
mettre en place les plans de ce que seront les enquêtes policières, les rapports entre les super. On retrouve un peu ces rapports-là, par exemple, dans un film qui n'a rien à voir, qui est Le Cercle Rouge, quoi. C'est un film où on s'aperçoit bien les rapports entre le préfet. Ouais, c'est ça. Et il critique l'administration, il critique la police, quoi, finalement. Parce que à part Vance, les policiers sont quand même pas futés. Ils accusent à tort et à travers. Ils sont un peu benets, là, comme l'agent. Et voilà, ils comprennent rien, quoi. On parle d'un film où quand même au bout de 15 minutes il y a un mec qui dit j'emmerde la maréchaussée, quoi, tu vois. C'est pas on n'est pas franchement chez quelqu'un qui est très police friendly, quoi, tu vois. C'est sûr. Tu sens que voilà, quoi. Et ce côté, je reviens sur ce côté Cluedo, et qui est classique, mais qui est bien fait. Il y a un chassé-croisé de suspicion. On pense que on pense que c'est le fakir le coupable, et puis on pense que c'est l'artisan le coupable, et puis on pense que c'est le médecin, puis on a un doute sur la patronne et sur le boxeur. C'est normal. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on présente un personnage, et ça aussi c'est une des forces du film, bon là je l'ai revu donc c'est pas pareil, mais la première fois que je l'ai vu, j'étais là genre, mais au bout d'un moment t'es vraiment embrouillé, t'es là, mais c'est qui alors ? C'est qui ? C'est ça. Tu comprends plus, quoi. Tu te dis bon attends, quand même, t'as l'impression d'apprendre des choses, et à chaque fois c'est bah non, c'est pas possible que ce soit lui, bah non, c'est pas possible, et tout le monde est éliminé, donc tu dis bon bah on finira bien par trouver le coupable, puis en fait la façon dont c'est construit, bah non, tu le trouves pas. C'est ça, c'est tellement bien fait que tu peux avoir des doutes, tu peux avoir des idées, des indices, mais t'as aucune certitude jusqu'au dernier moment où là, bon bah la solution est révélée. Et puis en plus, c'est bien fait parce que ils se critiquent les uns les autres. Tu vois, l'artisan, il critique le médecin et le fakir en disant, tu vois, on retrouve cette idée, les hommes sont mauvais. Donc voilà, ça c'est tout. C'est Clouseau, ça. Les hommes sont mauvais de toute façon. Alors que le magicien, il dit qu'ils sont sympas, le médecin les critique. Enfin, on sait plus trop où on en est. Et puis vraiment, c'est ce que tu dis, il y a tout ce truc. Moi, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt hier en disant ok, je vais me concentrer là-dessus pour voir s'il y a des indices. À aucun moment, même en sachant la fin, tu peux deviner que. Enfin, quand tu le sais, mais je veux dire par là que tu n'es pas. Il y a rien qui t'indique. Et surtout qu'ils mettent en place ce truc qui est peut-être un peu classique maintenant. Ils se font quand même arrêter les uns après les autres. Oui. Nos trois suspects là, nos trois suspects principaux. Et pendant qu'ils sont arrêtés, les deux autres tuent une autre victime. Donc à chaque fois, un meurtre innocente le gars qui à ce moment-là est arrêté, quoi. C'est ça, exactement. Donc on innocente Colin, on innocente Linz, on innocente Lapour, le fakir, parce que Lapour, à chaque fois avec un nouveau meurtre. Et donc du coup, ça remet en question à chaque fois les choses. Et ensuite, de la même manière, quand Vance se fait prendre à la fin, là, menacé d'un pistolet, et qu'il l'emmène dans un terrain vague pour le tuer, ils se sauvent les uns les autres pour attirer l'attention du chauffeur de taxi ou du policier qui aurait pu le sauver. Enfin, c'est bien. Bon, c'est le scénario. Hein. C'est comme je dis, c'est des interpellations au scénario, mais c'est bien fait. Et il arrive, évidemment, mais comme aussi classique, mais bien fait, il arrive à les faire parler à la fin. Vance est censé mourir. Il les fait parler, il joue sur leur vanité, et comme chacun des trois veut s'attribuer le mérite de l'invention du criminel Monsieur Durand, eh ben ils parlent, ils se disputent et ils se font avoir parce que la police arrive et les arrête. C'est exactement ça. Et ça, c'est pareil. Hier, je regardais ça et je me disais, ouais, classique. Sauf que, pareil, on est en 1942. C'est pas classique du tout. Tu vois, ça n'a jamais été fait. Enfin, ça a peut-être été fait une fois ou deux, mais je veux dire par là que c'est pas quelque chose qu'on voit dans tous les films d'enquête policière, de tout ça. Et parce que c'est bien mené, parce que c'est bien joué, bien dialogué, bien joué, bien discuté, bah ça marche. Ils sont tous là, chacun. Alors là, d'un coup, ils sont plus du tout ensemble. Et il y en a un qui dit oui, mais c'est moi qui l'ai fait le premier. Oui, mais c'est moi qui ai théorisé. Oui, mais c'est moi qui ai trouvé le pseudonyme. Et ça. Pierre Freinet qui joue là-dessus, qui dit ah oui, évidemment, c'est embêtant. Alors par qui je vais me faire tuer ? Ah là 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 là. Et puis évidemment, la police arrive parce qu'il faut que ça finisse bien. C'est ça. Mais tu te fais mener par le bout du nez, mais de manière honnête, quoi, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est très bien. Et alors d'ailleurs, ça nous amène à quelque chose qu'on avait décidé qu'on ferait dans les épisodes. Est-ce que tu as, toi, en tête, un film que tu recommanderais si les gens ont aimé ce film-là ? Moi, j'en ai un, clairement, un moderne en plus, un qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. J'aimerais bien savoir si tu as le même, donc je vais te laisser dire. Alors moi j'avais pensé, vraiment on était dans le film de chercher un coupable, le Who Done It, comme on aime à le dire en langue anglophone, et je pensais au film À couteau tiré. Je sais pas si c'est celui-là aussi. En fait, je trouve que ça faisait très longtemps. Alors évidemment, le sujet n'est pas du tout le même puisque c'est vraiment un sujet. Il est sorti en 2019, c'est ça, 2019. Oui, mais après on l'a vu ensemble. Si tu te souviens, on l'a vu aussi. C'est aussi pour ça qu'on s'en souvient sans doute. Mais c'est vraiment, on l'a appelé ce film, enfin des journalistes disaient que c'est un peu un Cluedo moderne, et c'est ça, on reste dans cette idée-là. On passe d'un suspect à l'autre.
ce qui me plaisait beaucoup dans Un couteau tiré ou Knives Out, donc en anglais, c'est l'humour en fait. Tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Quand j'ai revu L'Assassin habite au 21 pour le podcast, je me suis dit, ça m'a vraiment fait penser à Knives Out. Je me suis dit, mais c'est dingue parce que en fait, Knives Out, ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu une enquête policière où il y a autant d'humour, tu vois, où il y a autant il y a des moments complètement ahurissants, tu vois, le moment du donut, le moment de ça. Et là, c'est un peu ce qu'on retrouve. Alors évidemment en français en 1942, donc toute proportion gardée, mais il y a quand même des moments un peu de bravoure comme ça. Et je me suis dit, tiens, ça me fait vraiment penser à Knives Out. Donc si vous avez aimé Knives Out, regardez L'Assassin habite au 21. Et si vous inversement, habite au 21 parce que vous avez écouté le podcast, eh ben n'hésitez pas à regarder Knives Out si vous ne l'avez pas vu parce que ça va vous plaire. Je pense. C'est plus moderne, mais c'est très bien aussi. Vous devriez vous couvrir parce que vous allez attraper un rhume de cerveau. Par les cuisses. Tout dépend où vous placez votre cervelle. Et ben voilà, c'était le premier épisode de Ciné Essentiel. Bon, j'espère que ça vous a plu. David, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Pour une première, écoute, modestement, je trouve que ça s'est bien passé. Je suis content d'avoir pu partager ce moment avec toi et avec vous, les auditeurs. Et ben moi, pareil, j'ai vraiment été très content de reparler de ce film. Je me suis aperçu qu'en fait, il y avait plus de choses à dire que ce que je pensais, tu vois. J'avais dit, il n'y a pas tellement. Je m'en doutais. Écoutez, on vous retrouve le mois prochain pour vous parler du prochain film d'Henri-Georges Clouzot, à savoir Le Corbeau. Et là, bon, clairement, on va attaquer les choses sérieuses. C'est ça. Un premier film sympathique, bien fait, une petite histoire policière drôle et critique. Là, Le Corbeau, on est dans autre chose. Ouais, c'est pas le même délire, quoi. Et on retrouve plusieurs acteurs qu'on a déjà dans L'Assassin habite au 21. On vous en parlera donc dans un mois. D'ici là, David, malheureusement, tu n'es présent sur aucun réseau, donc les gens ne peuvent pas bénéficier de ton énorme culture cinématographique, à moins d'avoir ton numéro dans WhatsApp, comme c'est mon cas. Absolument. Moi, en revanche, vous pouvez me retrouver, comme vous le savez déjà, sur Instagram, @charledy. Je ne parle quasiment que de cinéma maintenant. Et puis, on se retrouve le premier mercredi du mois prochain pour un nouveau Cinécure. Ah oui, j'ai entendu parler de ce podcast, il paraît que c'est super bien. Eh ben écoute, je t'invite à l'écouter, à le découvrir et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, car c'est important pour le référencement. Et d'ailleurs, j'invite nos amis qui nous écoutent à en faire de même. Ciné Essentiel est un podcast qui est sous l'égide de Cinécure, donc vous recherchez Cinécure sur votre plateforme de podcast préférée, vous notez 5 étoiles, c'est important pour le référencement, vous en parlez autour de vous, vous le partagez, bref, vous parlez de Ciné Essentiel et vous parlez de Cinécure, et comme ça, nous, ça nous permettra de faire encore plus d'épisodes et de parler d'encore plus de cinéastes, parce que je peux vous dire qu'on a une liste avec David et que la liste se rallonge jour après jour. Une liste existe quelque part. Notée sur un vieux parchemin, elle ne cesse de s'agrandir de jour en jour. Il me reste à vous dire que Ciné Essentiel est un podcast Cinécure qui est produit par moi, Charledy, David Emmanueli et bien sûr mon comparse Adrien Larouzet. Tout ça sous l'égide de Vaisseau Hyper Sans Sas, une équipe justement sans sas que je salue et que je remercie. Je vous retrouve pour ma part dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Cinécure et dans un mois pour un nouvel épisode de Ciné Essentiel. Au revoir David. À très bientôt.